Bonjour. Bonjour. Oui, ben, encore une fois, voilà, moi je suis le référent pour l'interprofession des vins sur cette opération caviste. Je le dis et je le redis depuis 3 jours. Je me tiens à votre disposition hein, si vous avez quelconques questions à poser sur éventuellement les cartes que vous voulez construire au niveau de vos achats. Je suis disponible tous les matins de 9 heures à midi, ce jusqu'à la fin de l'opération. Donc, vous avez mes coordonnées normalement. Donc voilà, je le dis encore, ne vous gênez pas, on est à votre disposition. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient au niveau par rapport à la région, par rapport au vigneron, voilà, on a toutes les informations pour vous et je me tiens à votre disposition avec grand plaisir. Ok. Merci Romain, merci beaucoup. Écoutez, on va peut-être commencer tout doucement, hein, on n'est pas très nombreux, mais Il est l'heure. Hein. Et puis de toute façon, n'oublions pas que cette vidéo sera à disposition de tous ceux qui le souhaitent et donc pourront à tout moment intervenir et la visualiser, je veux dire, et puis bien sûr prendre contact avec Romain si nécessaire. Alors, sans plus attendre, on va lancer le PowerPoint du jour. Voilà, le thème du jour, c'est les vins rosés et rouges de Corse. On a abordé hier, nous avons abordé ensemble hier les vins. Je crois que je ne suis pas en train de le partager pour tout vous dire. Donc, on va faire de la sorte. Et voilà, ici, maintenant, vous devriez pouvoir apercevoir le PowerPoint. Voilà, le thème du jour, c'est les vins rosés et les vins rouges de Corse. On va donc, dans un premier temps, essayer de parler un petit peu de rappeler quelques statistiques de production. Nous parlerons également des cépages qui sont à l'origine de tous ces vins, donc des cépages noirs principalement. Nous avons hier abordé les vins blancs et notamment ce magnifique Vermentino. Et puis, on conclura avec les styles de vin. Vous verrez que la Corse est riche de cette grande diversité de vins. Et donc, nous aborderons les différents styles de vin et nous essayerons avec Romain de prendre quelques exemples concrets. J'admets dans le groupe 2 autres personnes qui sont en attente. Voilà, bienvenue à vous, Mélissa et Laurent qui viennent de nous rejoindre. Merci d'être là avec nous. Nous continuons et nous débutons, on peut le dire, notre petit tour des vins rosés et rouges de Corse. Alors, pour commencer, un petit rappel sur les statistiques de production. En Corse, 70% des vins produits en Corse sont des rosés. 70% des vins produits sur l'île sont des rosés, 17% de rouge et 13% de blanc. Alors, il faut savoir que ces mêmes vins rosés, la proportion déjà, ce n'est pas indiqué ici sur ce graphisme, mais la proportion de vins produits par les 4 caves coopératives de l'île correspond environ aux 2 tiers de la production. Donc c'est pour ça que c'est important de faire un rappel sur la partie basse, en bas à droite hein, du graphisme. On peut voir qu'on différencie bien les caves particulières et les caves coopératives. Et là, vous vous rendez compte que la proportion de rosé diminue hein, chez les vignerons indépendants. Donc, du coup, les rosés correspondent à un peu moins de la moitié de la production, ou pratiquement la moitié de leur production, de la production de vin. Voilà, 19% de blanc et 34% de rouge pour les caves particulières. En revanche, les caves coopératives, quant à elles, confirment cette volonté. On échangeait hier avec une personne représentant la cave d'Aguionne, justement, François, et qui nous parlait justement de cette politique affirmée hein, que de produire essentiellement des vins rosés destinés à des marchés essentiellement sur le continent et les grandes surfaces, voire même à l'export. Donc, pour revenir aux proportions, si on s'arrêtait là aux caves particulières, vous voyez quand même que notre thème du jour est quand même au cœur de la production de vin de l'île. Voilà, sur la gauche, vous avez quelques autres données que je vous laisse
observer et interpréter. J'en profite pour vous dire de ne jamais hésiter d'interagir, de poser des questions et de nous rejoindre. Voilà, une personne à nouveau nous rejoint, mais n'hésitez pas à intervenir à tout moment si vous avez des questions particulières et si vous souhaitez participer. Concernant les statistiques de production, et cette fois-ci, puisque notre animation du jour concerne les cavistes du continent et le marché continental en particulier à travers les cavistes, voilà quelques statistiques concernant 2020. Donc, elles sont des statistiques très récentes qui montrent quand même le volume de vin et le style de vin qui est essentiellement proposé sur le continent. Et vous voyez que là, pour le coup, la France continentale, ou le marché français, mais quand je dis français, je parle du continent cette fois-ci et pas de la Corse, est essentiellement constitué de rosé à 95%. Hein. Donc la vision des vins rosés reste quand même majoritaire sur le continent. Je pense que pour les quelques consommateurs qui connaissent les vins corses, ont une image du vin corse à travers les rosés de Corse. 4% seulement de rouge sont destinés, enfin, représentent ce marché continental et 1% seulement de blanc. Hein. On a parlé hier des blancs. Alors, je crois que là, il y a un vrai enjeu à travers les cavistes qui nous écoutent et le potentiel que l'on pourrait développer à travers les caves particulières, ces cavistes que vous représentez, à faire connaître, à faire découvrir la richesse des vins corses à travers notamment les blancs. Hein. On l'évoquait hier avec Romain, qui valent le détour, hein, ce Vermentino et les expressions différentes de ce magnifique cépage Vermentino. Et puis les rouges que l'on va aujourd'hui aborder avec les rosés, bien sûr, qui représentent, je dirais, une valeur sûre sur le continent, puisque vous voyez que ça correspond à 95% des vins vendus sur le marché continental, en GMS notamment. Alors, on va enchaîner avec les cépages. Alors, pour parler des cépages, les deux principaux, Chacarel et Nieluch, représentent les principales typicités des vins rouges et rosés issus de Corse. D'ailleurs, en appellation d'origine protégée, cela doit rester, sauf quelques rares exceptions, les cépages majoritaires. L'un ou l'autre, ou les deux assemblés, mais ça reste les cépages majoritaires pour les vins rosés et les vins rouges de Corse, notamment en AOP. En ce qui concerne les vins rouges et rosés, dans certaines appellations de l'île, et je parle toujours d'appellations d'origine protégée, le Grenache, le Cinsault, le Carignan et le Syrah sont autorisés comme cépages d'appoint, cépages secondaires, cépages, comment dirais-je, non pas agrémentaires, mais il y a un autre terme. Voilà, pour les principaux cépages et pour les AOC. Alors, depuis 2011, d'autres cépages comme l'Aleatico, le Barbarossa, que j'ai laissé dans la ligne, bien qu'il ne soit pas noir, hein, il est rosé, hein, le Barbarossa, Minustelo et Carcajo Lunero, ces cépages très anciens, cultivés en Corse depuis la nuit des temps, font partie de ces cépages qui reviennent au goût du jour et qu'on retrouve de plus en plus sur des cuvées spéciales. Alors, la plupart du temps vinifiés en IGP, voire en vin de France, mais comme je viens de le dire, ces 4 cépages que j'ai nommés sont autorisés depuis 2011 dans certaines appellations d'origine protégée à hauteur maximale de 10%. Donc ça reste symbolique, mais c'est une véritable reconnaissance vers ces cépages oubliés, ces cépages d'antan. Voilà. Et puis après, si on regarde ce prisme, je dirais, ce cépage vu d'un point de vue, comment dirais-je, des appellations et d'un point de vue des labels, eh bien, il y a l'IGP Île de Beauté, qui, quant à elle, admet notamment ce cépage Morescone, qui est un cépage très ancien, et puis tant d'autres. Je n'ai pas mis ici la liste de tous les cépages, il y en a une centaine de cépages autorisés en IGP. On peut citer le Merlot et tant d'autres qui sont moins typiques, bien sûr,
mais tous ceux qui ont été évoqués avant, le Chacarel, le Nielouch, le Grenache, le Cinsault, le Barbaros ou l'Adriatico, bref, sont évidemment aussi autorisés en IGP. L'avantage de l'IGP, c'est de donner une grande liberté aux producteurs et de garantir une origine pour le consommateur, une origine des cépages et beaucoup plus de liberté, la liberté de faire des monocépages issus de cépages anciens et puis la liberté aussi de pouvoir produire, par exemple, des vins effervescents, ce qui n'est pas le cas en AOP. Et pour conclure, le label Vin de France, VDF, qui lui admet quelques autres cépages comme la Morisco ou le Muscatedo, très joli cépage qui s'apparenterait peut-être au Chacarel, mais qui est très aromatique et qui donne des vins rouges liquoreux. Je veux penser à un vigneron particulier de l'appellation Sartène qui en produit. C'est peut-être de là d'ailleurs qu'il est issu. Alors, voilà quelques noms de cépages qu'on va retrouver régulièrement dans les différents vins qu'on va vous nommer dans un instant, qu'on va énumérer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose au niveau des cépages, Romain, mais moi je dirais d'abord juste que bon, Chacarel et Nielouch, bien sûr, sont les majoritaires, et quand on parlera d'AOP, on parlera essentiellement de ces deux cépages-là, qu'il s'agisse de rosé ou de rouge, bien qu'ils soient parfois associés à d'autres cépages, ce que vous pouvez voir ici, mais qui a une tendance aussi, puisqu'on va parler de rosé et de rouge, le chacarel, qui donne des vins généralement soyeux, élégants, d'une grande finesse, est un cépage très adapté pour les rosés en général, pour obtenir des rosés gris, des rosés sur la fraîcheur, sur l'élégance aussi. Quant au Nielouch, qui est reconnu comme un cépage apportant beaucoup plus de caractère, de puissance et de profondeur au vin, bien, qui est d'ailleurs le cépage principal de patrimoine, quant à lui, sauf dans les appellations qui le nécessitent, mais est peut-être moins attribué en général à certains types de vins, notamment au rosé léger. Voilà, bon, un petit mot peut-être, Romain, non, sur ces cépages ou... Non, alors un petit moment, tu as dit beaucoup de choses et de belles choses. Après, oui, c'est la caractéristique de tout ce que tu viens de dire. Globalement, c'est cette typicité de cépage endémique et autochtone propre à la région de Corse. Aujourd'hui, c'est un communicant hein, pour les cavistes ou voire même les restaurateurs. On a une clientèle aujourd'hui qui est curieuse de découvrir des cépages qu'ils ne connaissent pas. Et ces cépages-là en font partie. Aujourd'hui, il y a il y a une vraie attente, on a une force même pour les vignerons corse de communication à travers des cépages endémiques. Au-delà du terroir qui est quand même assez exceptionnel, il y a aussi cette richesse que sont les cépages endémiques autochtones propres à la région de Corse. Et je pense que pour vous, cavistes, c'est des arguments de vente qui sont quand même importants. Bien, merci. Voilà quelques informations complémentaires. Alors, bon, j'ai mis quelques petites images comme ça, hein, c'est pas évidemment pas exhaustif, mais on va s'arrêter sur cette diapositive, si je puis dire, pour aborder maintenant l'ensemble des vins qui sont, enfin, une partie des vins qui sont proposés à nos cavistes et aux cavistes qui veulent participer à cette aventure, à cette proposition des vignerons corses de proposer certaines références et de les mettre à disposition des cavistes en général. Eh bien, c'est donc une petite diapositive qui nous montre un petit peu si on pouvait classer peut-être les styles de vin rouge en 3 catégories. Peut-être que nous pourrions le faire ainsi, parce que nous l'avons dit le premier jour de notre intervention avec Romain, la Corse est riche d'une grande diversité, d'une manière générale. Toute diversité, si je puis dire, confondue. La diversité géologique, une diversité de climat, une dualité entre la montagne et la mer, une diversité ampélographique. Et tout cela donnera forcément une grande richesse, une grande diversité aux vins qui y sont issus. En plus, on peut parler des labels présents, des labels français évidemment, mais présents
en Corse, c'est-à-dire les vins de France, qui donnent une grande possibilité, une grande largeur de production sur tout style de vin. Les vins, l'IGP, Île de Beauté, qui, comme je viens de le dire, garantit l'origine, mais aussi donne beaucoup de liberté aux producteurs, notamment de laisser s'exprimer des cépages anciens en monocépage et autres. Et puis enfin, les 9 AOP de l'île, avec, là encore, chacune sa typicité, son caractère, sa concentration et leur singularité. Voilà. Donc, bref, une série de composantes, non pas de phénomènes, mais enfin de réalités qui font que nous pouvons avoir une grande richesse, une grande diversité. La Corse offre une grande diversité de styles de vin. On pourra en trouver pour tous les goûts. C'est ça qui est intéressant. Même si les statistiques me contredisent, la Corse ne produit pas que des rosés. Et quand bien même les rosés qui sont issus peuvent être très différents, on y trouve une grande majorité de rosés gris, légers, fins, mais aussi des rosés plus vineux, plus concentrés, plus de gastronomie. Alors, on a ici à l'écran une image, je dirais, parlant des 3 styles qu'on pourrait définir pour caractériser les vins rouges, hein, essayer de les classifier dans des catégories, si on pouvait encore le faire. Mais avant d'en parler, j'ai presque envie de dire un petit mot sur les rosés. Je ne l'ai pas préparé à l'écran, mais les rosés, on pourrait les distinguer aussi en 2 grandes familles. Les rosés gris, les rosés légers, souvent issus de pressurage direct, souvent très pâles, parfait pour les apéritifs, pour accompagner des repas légers. Ces rosés-là, qu'on pourrait caractériser de légers. Et puis, une autre catégorie de rosés, plus rare, plus confidentielle, moins développée, peut-être disons-le, qui aurait peut-être moins la côte, mais qui a ses défenseurs, et je crois en faire partie. C'est des rosés vineux, des rosés foncés, des rosés de caractère, des rosés de repas, des rosés de gastronomie, des rosés de... Et presque, je pourrais rajouter quelque chose qui surprendra certains, des rosés de garde, voilà, qui se garderont même quelques années sans problème, des vrais rosés de repas notamment. Alors, selon ces 2 bases qu'on vient d'évoquer, et je peux peut-être plutôt laisser cet écran pour tout à l'heure et revenir à l'écran de ceux qui veulent s'exprimer. Donc, l'idée, ce serait peut-être, Romain, qu'on aborde quelques exemples de rosés Oui, gris, de rosés légers. oui, on va parler, oui, on peut en aborder quelques-uns, hein. On a la chance justement de retrouver même une diversité sur nos rosés. Tu l'as bien souligné. On a des rosés qu'on peut appeler de soif, des rosés assez légers, plutôt pâles, des rosés d'apéritif. On retrouve aussi, oui, je vais essayer de. Alors, vous, vas-y, continue. non, excusez-moi. Vous aurez aussi dans les différents vins proposés par les vignerons sur le catalogue que vous avez reçu, des rosés aussi de gastronomie et des rosés qui peuvent très bien accompagner des repas. Donc, je reviens sur ce que tu as dit. On peut déjà évoquer peut-être quelques rosés sur des rosés de Oui. type vraiment léger d'apéritif, sur des rosés un petit peu pâles, mais avec quand même une belle fraîcheur. En général, sur nos rosés, on retrouve toujours cette fraîcheur. On pourrait peut-être parler, pour commencer, de Du celui-ci. domaine Terravic, ouais, Voilà. c'est parfait avec cette nouvelle cuvée, donc domaine Terravic et Clopodial, hein, qui sont 2 entités Oui. qui produisent les mêmes vins. Donc on a un nouveau millésime domaine Terravic qui a travaillé sur un pressurage sur un pressurage direct encore plus léger, donc avec un minimum de macération, pardon, donc labellisé en bio. Donc c'est la cuvée Paesane, pardon. Paesane. À Paesane. Voilà, donc ça, c'est le domaine Terravic qui fait un rosé plutôt pâle avec des notes un petit peu de fleurs blanches et de notes de fruits rouges frais, je dirais. Et avec toujours ces petites... On retrouve aussi dans les rosés, Raphaël, on a oublié de dire, c'est toujours ce rapport à l'agrume, hein. Un petit peu comme dans les Vermontines, on a toujours cette finale légèrement acidulée. Oui. Avec ce côté un petit peu, avec toujours cette belle fraîcheur. C'est aussi une force, hein, sur les rosés corses, c'est cette fraîcheur
qui donne toujours envie d'y retourner. Donc là, pour la première cuvée, en l'occurrence, c'est ce que l'on retrouve dans ce type de vin. Donc Oui, c'est et le puis domaine Terravé. et en général, celui-ci ne déroge pas à la règle avec des notes un petit peu parfois amyliques, hein, de bonbons Mhm. anglais, d'agrumes, de pamplemousse, voire de pêche. C'est toujours des nez assez aromatiques, assez invitants. Et puis des bouches, comme tu l'as dit, assez ciselées, hein, précises, fines, vives même. Et c'est ce qui donne un envie d'y revenir, comme tu dis, et qui sont très, très agréables dès l'apéritif. Et puis surtout, disons-le aussi, des rosés de circonstance, des vins de circonstance quand on est en plein été, notamment sur l'île, mais j'imagine aussi sur le continent, et quand on a envie de voyager, de se rappeler un petit peu le séjour corse ou de s'imaginer alors en Corse en dégustant ces vins-là de partout sur le continent aussi. Hein. De les rendre accessibles, ce serait une belle chose. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, domaine Terravé, qui est un des plus grands domaines de l'île hein, en termes de surface de plantation. Hein, ça dépasse largement les 100 hectares. Ils sont situés du côté d'Aléria et dans un endroit extraordinaire, puisque les vignes viennent border l'étang de Diane, ce fameux étang où on retrouve d'ailleurs des huîtres. Hein, il y a euh, des ostréiculteurs par là-bas. Et donc, les vignes magnifiques du domaine Terravé qui viennent border l'étang de Diane. C'est vraiment un endroit à visiter et à découvrir. Voilà cet exemple de rosé léger, mais il y en a d'autres. On pourrait parler peut-être, on va le voir ici si j'y arrive, non pas le Clos Non, pas Cadet, celui-ci. non, c'est Non, peut-être pas celui-ci, mais si j'arrive à y accéder. Après, on peut rebondir. Hein. Donc là, on est plutôt sur un rosé. Sur un rosé, donc qu'est-ce que tu veux? On peut alterner un petit peu la présentation des rosés. On peut pas Oui, commencer forcément par les rosés légers, si tu veux. oui, on peut essayer. Oui, qu'est-ce qu'on avait? Moi, j'aurais voulu. Non, mais j'aurais pu parler. Si, je dois l'avoir quelque part à l'écran quand même. Le domaine Marchigliani. Parce qu'en Oui, parlant oui, de oui, projet qui vaut le léger, détour. oui, tu peux essayer d'en dire un mot peut-être. Tu connais la Le domaine cuvée Marquillan, qui est Pauline? un. Oui, exactement. Ce sont des vignerons aussi emblématiques de la région qui ne font pas que du rosé. Ils sont aussi très connus dans la région pour leur huile d'olive. Et ce sont des vrais agriculteurs, en l'occurrence. Mhm. Et c'est vrai c'est un domaine qui a d'abord misé sur je ne sais pas si tu te rappelles, sur les rosés, et qui avait au départ qui a créé vraiment une typicité de rosé sur des rosés assez pâles, mais en même temps avec une palette aromatique très large, très Oui, invitante. oui, Alors, oui. c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment des cuvées de rosé pour nous sur l'île qui sont quand même emblématiques de par leur, ouais, cette palette aromatique est assez exceptionnelle quand on a la chance d'avoir un verre de Marquillan sous le nez. C'est très, très invitant. Donc, en même temps, un rosé gris léger, voilà le rosé gris de Pauline. Donc, en rosé, ça reste quand même un rosé qui est léger, mais en même temps, avec une belle richesse. Alors, c'est l'un des peut-être des rosés gris pour moi qui est le plus complexe en termes de rosé. C'est un rosé léger au niveau de la couleur, mais qui a quand même quelque chose d'exceptionnel, pardon, avec une bouche assez, même légèrement ample. Voilà, je trouve ce rosé, pour moi, c'est un de mes coups de cœur en rosé sur la région Corse. Oui. Oui, oui, excellent. Oui, oui, tu fais bien de le dire, tu parlais de sa couleur, il a une robe quand même assez singulière, particulière, voire même unique. C'est pratiquement un blanc, hein, c'est pratiquement un blanc de noir, hein, si on peut dire. C'est d'une clarté, d'une limpidité troublante. Hein. Ouais, exactement, ouais. On aurait Mais du sur mal à une le table, définir comme rosé. Hein. c'est ça, sur une table, ça peut être aussi rigolo de faire goûter ce type de vin justement, pourquoi pas à l'aveugle avec vos clients pour justement initier peut-être un jeu. Ouais, c'est presque trop blanc. On a l'impression d'avoir vraiment un blanc. Et en même temps, on a toute la richesse organoleptique d'un rosé. Donc ça, c'est assez Complètement. exceptionnel. Complètement. Voilà un autre exemple, justement. On va passer tout à l'heure à celui-ci. On va revenir tout à l'heure. Je voudrais juste essayer de retrouver un autre domaine qui produit et qui est connu pour ses rosés. On va pas le voir comme ça. Je vais juste reprendre la main 2 secondes et vous le montrer sur un autre support.
C'est vous l'apercevez ici peut-être à l'écran, c'est le Clos Landry qui propose depuis toujours ce domaine, s'est Depuis toujours toujours, distingué sur des très jolis rosés c'est vrai. et avec la relève, hein, puisque maintenant on a le fils de Cathy, si je ne m'abuse, qui a pris la relève depuis quelques années, eh bien il persiste dans cette lignée. Donc là, nous sommes au Clos Landry, qui est situé dans l'appellation Corse-Calvi, en Balagne, dans le nord-ouest de la Corse, sur des sols essentiellement granitiques. Et il propose un rosé gris, lui aussi, un rosé d'assemblage. Vous voyez que le chacarel domine puisqu'il est propice, que le grenache est souvent utilisé pour les rosés aussi. Et un petit peu de vermentine, c'est Voilà, oui, c'est ce qui lui amène sa richesse organoleptique. C'est 20% de vermentine qui amène un petit peu plus de matière. Alors, on a la couleur d'un rosé gris. On peut dire que c'est le rosé gris emblématique de la région Corse parce que c'est les premiers à avoir pris justement le parti de créer des rosés gris, justement pour avoir cette couleur très invitante à la dégustation. Mais en même temps, c'est pas qu'un rosé gris, hein, c'est pas qu'un rosé clair, c'est surtout un rosé très agréable avec des notes un petit peu de fruits blancs amenés par le côté par ce vermentine, par cet assemblage. C'est un rosé de gastronomie. Alors par contre, on a un rosé gris au niveau de la couleur, mais plutôt pâle, mais on a surtout un rosé de gastronomie, pour à mon sens. Hein. Accordé sur des coquillages, voilà, c'est assez dingue. Voilà, donc forcément, les 20% de vermentine amènent quelque chose, amènent un petit peu plus de richesse que par rapport aux autres rosés. et les rosés qu'on vient d'évoquer ici, et comme celui-ci, hein, comme ce Clos Landry, peuvent très bien se marier aussi sur des bases de poissons crus, hein, de saviché, comment dirais-je, de tartare, de poisson. euh, Pourquoi pas aussi en accompagnement de charcuterie. Voilà, ce sont des mariages qui sont aussi de saison l'été, avec toute la gastronomie de salades légères, de crevettes, de choses comme ça, qui peuvent très bien se marier avec les vins qu'on vient d'évoquer. Alors, je vais reprendre juste la main et puis passer peut-être à quelques exemples de rosés qu'on trouve dans la proposition là, du CIV Corse, hein, et des vignerons qui ont répondu présents pour cette initiative. Et je veux parler des rosés puissants, des rosés vineux, des rosés de caractère, des rosés qui peuvent justement et doivent même être dégustés en accompagnement d'un repas. En général, ils font très bien l'affaire aussi à l'apéritif. Mais on peut les accompagner. Alors, on va aller voir quelques exemples. Voici le Clos Caneret, par exemple. Voilà, on retourne, tiens, d'ailleurs, du côté d'Aller et de la côte orientale, avec ce petit domaine d'une vingtaine d'hectares, dont pratiquement la moitié aujourd'hui est produite en propre au domaine, le reste étant apporté à la cave coopérative de l'UVIB. Eh bien, le rosé Clos Canirec, hein, parce qu'il y a plusieurs gammes de produits au domaine, mais celui du Clos Canirec est particulièrement intéressant puisque c'est un assemblage à la fois différents, enfin, c'est pas de différents Non, cépages, voilà, c'est un agnellouche en pureté, mais c'est un voilà, assemblage de style. C'est ça que je c'est ça. voulais dire, un assemblage de style, puisqu'on y trouve normalement, je vérifie en même temps que je vous le dis, mais l'association de rosé de pressurage et de rosé de saignée. Et c'est là qu'on a un équilibre extraordinaire qui va se créer, puisqu'on aura toute la fraîcheur d'une technique et toute la matière d'une autre, le fruit et la profondeur de l'autre. Donc c'est un très joli rosé, Clos Caneret. On l'a mis en avant par rapport surtout du fait qu'il soit en 100% Nielouch et de par justement cet assemblage en termes de vinification. Mais voilà, vous avez ici un rosé de gastronomie. Hein. En l'occurrence, là, on est en plein dedans. On a un rosé qui, sur une table, peut accompagner tout type de mets. Même le côté agréable aussi sur une viande rouge en barbecue, ça marche très bien parce qu'il y a de la matière. Et même sur des plats du poisson, voire même des plats de coquillage cuisinés ou de crustacés, hein, type langouste, parce qu'on est aussi une terre de langouste. Oui, c'est un rosé qui fera très bien l'affaire parce qu'il a quand même, il y a quand même de la matière à amener par justement le côté saigné en termes de vinification.
Donc, c'est pour ça qu'on voulait en parler, parce que c'est l'un des seuls et rares à unifier de cette sorte-là. Oui, tout à fait. Donc, Clos Canirec, situé à Aléria, sur son rosé expressif et puissant. On peut remonter dans le Oui. nord et dans l'appellation patrimoine avec ce domaine incontournable de l'appellation, un des plus grands domaines de l'appellation par la taille, un des plus anciens, un des plus représentatifs, le domaine Oringa de Gafford. Mais nous sommes ici sur la cuvée Felice, la cuvée Felice qui existe dans les trois couleurs, blanc, rosé et rouge, mais qui a cette particularité d'être d'abord qu'on ne trouve pas en grande surface, qui est réservée aux cavistes et aux restaurateurs de l'île ou du continent. Et cette gamme, je la trouve personnellement extraordinaire parce qu'elle arrive juste un peu la fameuse gamme de la cuvée du gouverneur qui est connue en blanc et en rouge et qui, en général, est une sélection des meilleures parcelles de vigne avec un affinage en barrique de plusieurs mois, d'un an environ. Alors que là, il n'y a pas, ni sur les blancs, ni sur le rouge, et encore moins sur ce rosé, d'élevage en barrique. Par contre, il y a une sélection des meilleures parcelles de vigne. Sur ce rosé en particulier, il y a également une saignée, puisqu'on fait une saignée dans la cuve principale, destinée à devenir peut-être la cuvée du gouverneur. Et c'est là encore un 100% Nielouch, deux saignées et un caractère de rosé, disons-le. Oui, et puis c'était pour faire un clin d'œil aussi à l'appellation patrimoine, pour ces rosés aussi, hein. Voilà, parce on parle beaucoup des rouges de l'appellation patrimoine, il y a des blancs aussi également, mais très peu des rosés. Et c'est vrai qu'il y a des rosés intéressants, surtout des rosés de gastronomie, où il y a toujours en général de la matière. C'est amené forcément par le Nielouch, hein, qui donne des vins de caractère. Et on retrouve ce caractère-là dans ce cépage-là. On le retrouve aussi dans cette vinification en rosé. Et voilà, c'est vraiment un rosé de repas. Voilà, on en parle là sur la fiche technique, mais c'est un rosé qui s'accorde. Moi, j'adore accorder ce type de rosé-là chez nous dans le sud avec des charcuteries. Ça marche très bien, hein, parce que donc le gras du prisout, donc du jambon, donc ça amène de la finesse à ce gras et en même temps il y a de la matière pour accompagner le maigre du prisout. Et franchement, c'est un bon jambon sur un joli rosé de la cuvée Oringa, de la cuvée Felice, c'est assez génial. Je l'imagine aussi parfaitement en accompagnement d'un tataki de thon, là encore, de plats de la mer, et pourquoi pas même quelques grillades, hein, feraient parfaitement l'affaire sur ce vin-là, en accompagnement de ce vin-là. Voilà. Et puis, on peut quitter patrimoine et revenir dans un domaine que je connais bien, puisque c'est un domaine de la famille, mais surtout un vin encore avec beaucoup de caractère. Ça me fait penser un peu au style de vinification qu'on a vu tout à l'heure sur le Clos Canirec. Nous sommes ici au Clos Capito, qui est situé dans le golfe d'Ajaccio, au cœur de l'appellation Ajaccio, là encore un des domaines les plus emblématiques et les plus représentatifs de l'AOP Ajaccio. Et c'est un 100%, enfin un chacarel en pureté. On aurait presque pu le présenter tout à l'heure en amont des Nielouch en pureté, mais le chacarel, qui est le cépage emblématique de l'appellation Ajaccio, se retrouve ici, là encore, avec un assemblage de techniques, non pas de cépage, mais de techniques, puisqu'on y retrouve à la fois une partie vinifiée en pressurage direct et une autre partie en rosé de saignée. Hein. Donc, c'est un vin, un chacarel à deux caractères sur un rosé qui revêt un équilibre surprenant entre fraîcheur et matière. Voilà. Donc là encore, hein, on est dans le même style que les vins juste abordés précédemment. Oui, sur l'appellation Ajaccio, on a la chance de retrouver principalement le chacarel en général majoritairement le chacarel. Et c'est vrai que sur la région Ajaccio particulièrement, pour la connaître et pour y être très proche, on retrouve des très jolis rosés, hein. C'est vraiment une région qui produit de très beaux rosés.
et surtout avec ce côté toujours un petit peu bonbon, comme tu disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est vraiment typique à la région ajaxienne où on retrouve ce nez un petit peu très acidulé de bonbons anglais. Et voilà, c'était pour dire un petit mot sur l'appellation Ajaccio et les rosés d'Ajaccio. Merci Romain, je lève mon verre à toi. Une pensée pour ton intervention. Je rappelle que tu es à disposition de chacun des cavistes qui auraient besoin C'est ça, d'informations. toujours. Ouais, je le dis et je le redis parce que c'est important et puis parce que je ne reçois pas beaucoup d'appels. Alors, du coup, voilà, j'aimerais bien que vous m'appeliez parce que je suis à votre disposition et je sais que vous avez des questions. Il ne faut pas vous gêner. Voilà, moi, je suis à votre disposition tous les matins de 9h à midi et ce jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'opération. Donc, voilà, je le répète encore, mais il faut que ça soit. Il faut que ça soit naturel de m'appeler et on a envie que vous travailliez avec les vins corses et on est à votre disposition pour ça. Merci Romain. Alors, un rappel pour faire une petite transition maintenant avec les vins rouges. On pourrait aborder quelques exemples des vins rouges disponibles à travers ces styles qu'on a mis en avant. On aurait pu développer davantage, évidemment, sur les arômes, les textures, les équilibres, les parfums qu'on retrouverait dans ces vins-là. Mais si on distinguait ces trois styles, style léger avec des nez élégants, fins, une bouche fraîche et précise, ou bien des vins rouges plutôt généreux, invitants avec beaucoup de souplesse et de rondeur, ou enfin des styles plus structurés avec des nez expressifs, des bouches complexes, profondes et des belles persistances qui seraient davantage des vins de garde peut-être aussi. Eh bien, si on pouvait distinguer trois familles comme ça de vins rouges qu'on trouverait en Corse, eh bien, on pourrait essayer justement, et là, pour le coup, je vais mettre à l'écran à nouveau nos fiches techniques et aborder à travers ces styles différents exemples de la carte qui nous est à disposition. Je veux parler, alors si j'arrive à le retrouver dans quelques secondes normalement, voilà, ici je retrouve le premier des exemples, ça pourrait être justement dans la finesse de certains vins. Encore, on aurait presque pu le mettre chez les généreux, hein, celui-ci, hein, et chez les gourmands même, hein, parce que c'est un assemblage de Nielouch, de Syrah et de Chacaré, produit au Clos Ventour, c'est la cuvée 1769. Et ce premier exemple qui vient du centre corse. Oui, on en a parlé hier, donc c'est les vins du Clos Ventour, on peut dire que c'est les entrées de gamme du domaine, mais c'est des entrées de gamme qui sont relativement bien faites. Hein. En général, dans ce type de domaine-là, on retrouve quand même des vins de qualité de la première cuvée jusqu'aux cuvées d'exception. Et le 1709 en fait partie. Hein. C'est une cuvée emblématique de l'île. Hein. C'est un vin qu'on retrouve quasiment partout. Et c'est vraiment des rouges de plaisir. On peut le dire. Hein. C'est des rouges de plaisir. C'est des jolis jus. On ne se prend pas la tête avec ce type de vin. On ouvre et on se régale, quoi. Alors curieusement, c'est là où je veux, là où le travail du vigneron qui est assez intéressant, c'est justement ces années où on n'a pas ce caractère fort et on est vraiment plutôt sur le fruit plutôt que sur la partie plutôt animale ou fruits mûrs du Nielouch. Là, on est vraiment sur des fruits frais, assez agréables. C'est vraiment une très jolie cuvée. Oui, tout à fait. Cuvée 1769, Clos Venturi. On peut passer à un autre exemple, en remontant un peu plus au nord, dans l'appellation Patrimoine, un vignoble qu'on a déjà évoqué les jours précédents. C'était sur des vins originaux, comme son muscat pétillant, qui avait été abordé. Eh bien, on le retrouve ici sur un vin, alors, issu de l'appellation Patrimoine, cépage 100% Nielouch, mais qui est vinifié d'une certaine manière romain. Hein. On y trouve quand même, on valorise plutôt le fruit et la gourmandise, là encore, plutôt que la profondeur et la puissance. C'est ça, oui, c'est un vin du vigneronne qui s'appelle Marie-Françoise Desvigues, qui est une vigneronne très sympathique, qu'on aime beaucoup dans la région. Et oui, c'est des rouges, on peut dire un peu féminins, non? Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ah ben oui, je crois qu'elle apprécierait aussi. Oui, c'est des rouges plaisants, c'est des rouges qui plaisent à beaucoup de monde. En général, c'est vrai que les rouges de la région Patrimoine ont toujours un petit peu de caractère et elle est sortie un petit peu de cette typicité-là en faisant des rouges
plutôt sympathique, plutôt gourmand, voilà, plutôt facile à boire. C'est très, très agréable. Eh ben, il faut dire qu'en Corse, on peut le dire, hein, depuis quelques années maintenant, avec ce réchauffement climatique, entre autres, le chacarel, qui donne des vins plutôt fins et élégants, a un petit peu plus la côte que le Nieluch, qui était le cépage roi il y a encore quelques années et qui propose des vins parfois un petit peu profonds, un petit peu tanniques, un petit peu austères dans leur jeunesse, mais de grands vins de garde, sans aucun doute. Et bref, on en vient au fait qu'aujourd'hui, voilà, il apparaît ce style de vin où, par le biais de la vinification, moins d'extraction, moins de matière, on ressort un petit peu le côté plus aérien, plus léger, plus fleuri d'un cépage qui parfois peut être austère, et notamment à patrimoine. En tout cas, voilà un bel exemple encore de rouge plutôt léger. Et puis, on va finir quand même cette catégorie de vin avec un chacarel, forcément. Voilà un vin cuvée que nous avons sélectionné avec Romain pour vous en parler un petit peu. C'est un chacarello en pureté, produit au domaine Granaiola, qui est un domaine qui est en agriculture biologique, situé dans l'appellation Corse-Porto Vecchio, dans le sud-est de l'île, sur des sols granitiques. Et ce chacarel est une remarquable découverte. C'est une création d'il y a quelques années seulement, 3 ans je crois, qui est remarquable. C'est une cuve qui démontrait, et donc originaire d'une parcelle de vigne en particulier, qui dénotait, qui était marquée par une grande qualité et que la vigneronne a souhaité vinifier en monocépage, alors que cette parcelle de vigne avait pour habitude de rentrer dans l'assemblage des cuvées habituelles. Ça, alors là, pour le coup, une vigneronne qui vinifie en pureté le chacarel. Et c'est là où vraiment on a retrouvé la typicité du cépage, de ce cépage-là, le chacarel, sur des notes vraiment épicées, des notes de fruits frais, de fruits rouges. On a vraiment la typicité, elle a réussi à retranscrire la typicité et le caractère du chacarel à travers cette cuvée qui certainement dans le temps deviendra emblématique pour le domaine. Pour le domaine Granadio, quoi. Je pense, à mon sens. Oui, 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 tout à fait. On change un petit peu de catégorie, on vient un petit peu sur des vins un petit peu plus plats, un petit peu plus profonds, mais toujours avec beaucoup de rondeur et de fruité, sans aller sur le côté tannique et structuré. On trouve cela en Corse, notamment un exemple parmi d'autres, bien sûr, au Clos Colombo, avec cette cuvée Storiadi Ecce Fructus, qui est un vin issu, alors regardez bien les assemblages, issus d'un assemblage de différents cépages. On est forcément, on s'exclut de l'appellation d'origine protégée. Alors, en fait, on entend le bas est beaucoup plus un petit peu de bruit. raffiné. Je vais essayer de désactiver le son. Voilà, ça devrait être mieux ainsi. Donc, le cépage Aleatico, Carcajodonere et Minustelo, un assemblage de 3 cépages complémentaires, différents les uns des autres, qui apportent une complexité à l'ensemble et qui est un vrai exemple d'un vin très intéressant, construit comme une collection pédographique qu'on retrouve d'ailleurs aussi au domaine. C'est ça, c'est le Clos Colombo qui reste quand même un domaine emblématique de la région Corse, avec un grand vigneron qui est Étienne Souzogne. Aujourd'hui, c'est le fils, encore une fois, Paul-Antoine Souzogne. La passation dans tout l'ensemble du vignoble de Corse est en train de se faire avec une belle génération de jeunes agriculteurs et vignerons qui arrivent avec beaucoup d'idées et beaucoup de volonté justement de mettre en avant ces vieux cépages. Et oui, parce que c'est vrai que le Clos Colombo a une belle collection de ce type de cépages-là, donc de ces cépages autochtones endémiques propres à la région Corse. Et c'est l'idée aussi de mettre ce type de vin à la vente dans vos caves, c'est justement pour peut-être avec, si vous avez une clientèle qui connaît déjà un petit peu les vins corses et qui veut sortir un petit peu du chacarel et du mielouch, ben voilà, ça c'est un bel élément justement à avoir dans une cave à la vente. Pourquoi? Parce qu'on va encore faire découvrir un autre type de vin avec un assemblage de cépages que les gens ne connaissent, je pense pas. Et l'idée est vraiment là, c'est de se dire, tiens, je rentre un vin corse, mais encore
encore différent de ce qui se fait déjà et donc de la typicité de Nieluch et du Chaparral. Voilà, là, en l'occurrence, vous avez un sacré argument, c'est mettre en avant justement ces vieux cépages, et amener justement et attiser la découverte des clients potentiels dans les cas. Oui, et lorsqu'on a la chance d'avoir un patrimoine aussi riche, on essaye d'éviter par exemple, une vinification avec des élevages trop longs, trop marqués par du bois. On voit ici que cette cuvée, par exemple, est élevée sur lit et en cuve béton pendant 9 mois, mais pas de bois, pas de barrique, pas de maquillage non plus, une vraie expression de cépage sur un terroir. On passe à un autre vin parce que mine de rien, le temps passe aussi. Et tiens, on va rester sur un assemblage intéressant, là encore issu d'un cépage ancien qui est le Minustelo. C'est un des plus beaux, des plus belles expressions et des plus belles réussites de vin. Je parle du cépage Minustelo et ici parfaitement interprété par le domaine Orenga de Gafford. C'est la cuvée Scalazante, c'est l'échelle sainte, hein, littéralement, Scalazante, avec un assemblage Nieluch, Minustelo, avec une dominante de Minustelo et un petit assemblage, je crois, de mémoire. Ça dépend des années, voilà, 30% indiqués sur la fiche technique. Les années précédentes, il y en avait davantage. Année après année, le Nieluch laisse sa place tout doucement à l'expression du Minustelo. En tout cas, c'est un très bel assemblage sur une très belle cuvée, produit sur le terroir de Patrimoine, précisément même du côté de Saint-Florent, gourmande, une cuvée, un vin gourmand, plein, rempli, mais à la fois fruité, souple. Voilà. Non, le clin d'œil là, c'est intéressant d'en parler, c'est justement le Minusté. Aujourd'hui, ça y est, on se rend compte que enfin, avec le recul, on sait que c'est un cépage que les vignerons aiment bien, que les vignerons adorent même, qui amène une autre typicité au vin corse. Et certains vignerons maintenant même le vinifient en 100%. En monocépage et c'est un cépage qui est intéressant et qui rentre comme ça, qui commence à faire un petit peu qui commence à faire son trou dans la région corse comme un cépage avec du caractère et qui donne des vins très suaves. C'est très agréable de goûter des Minustel en 100%. Alors j'espère que dans le temps on en trouvera plus, mais voilà, c'est un très joli cépage encore une fois. Complètement. Voilà, et puis on peut passer encore à un autre exemple hein, de ce style de vin. Peut-être tu veux en donner un mot de cette cuvée Or du domaine Torac. Elle a encore un domaine en agriculture biologique situé du côté de Porto Vecchio. On en a parlé hier, hein, c'est ça. Alors, on en a pas, je te coupe, mais on en a déjà parlé hier parce qu'on avait parlé justement de la première cuvée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des rouges qui sont très buvables et très même jeunes. Ça, c'est la force de ce vigneron, comme il fait pour les blancs, hein, de la même manière qu'il fait ça pour les blancs, avec la cuvée Orio qui donne quand même, je ne sais pas comment l'exprimer, mais que ce soit la cuvée d'entrée de gamme ou la cuvée Orio, on a quand même une buvabilité très agréable, même à son plus jeune âge. Et ça, c'est quand même fort. On va chercher une autre palette aromatique, organoleptique, mais avec plus de matière, mais en même temps très buvable, même très jeune. Et on a surtout aussi beaucoup de recul sur ces cuvées Orio. On a la chance de pouvoir goûter des vieux millésimes. Tu as eu la chance, sans m'y convier, de goûter de vieux millésimes, et ce que je n'ai pas oublié. Hein. J'étais obligé. T'entends. Et t'entends. Donc, j'étais pas là, mais je sais que tu m'as dit que tu avais. Je pense que tu peux en parler mieux que moi parce que les vieux millésimes, cette cuvée-là vieillit particulièrement bien. Hein. Oui, oui, oui. Bien, ben oui, en tout cas, Orio est réputé pour être un grand vin de garde. Et la verticale à laquelle tu faisais allusion le confirme. C'était une très belle expérience. En plus, uniquement en Magnum, en fait, tu as raté quelque chose. Hein. Alors, un petit mot, allez, on va passer à un autre vin, un vin qui devient tout doucement un emblème, hein, où la réputation de la cuvée dépasse parfois celle du vigneron lui-même. C'est le cas de ce Myrtus rouge qui est encore, et vous voyez, on parlait encore du Minustelo, le voilà le Minustelo. Alors, ça n'engage que moi, mais il rappelle parfois il a quelques connotations, quelques liens, on peut faire le parallèle avec la Syrah hein, ou la Mondeuse. Il y a ce côté quand même floral, marqué par des notes
j'ai le floral, mais je cherche le nom de la fleur, la violette, voilà, la violette, la prune, dans le côté fruité de la prune, juteux, voilà, le Minostélo apporte tout ça, toujours avec des tanins très, très veloutés, et associé au chacarel, ça donne le myrtus. Voilà, myrtus produit par le domaine Sant'Armeto dans le Sarthenay, précisément même à côté de Patrimonio. Et Non, là, tu dis des bêtises. Non, c'est un grand vigneron, j'ai l'impression, c'était pour Sartène. voir si tu réagissais. Oui, non, mais Euh, je suis à l'écoute. Je suis à pas- l'écoute, hein. et oui, c'est pas Non, 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 patrimoine, bien sûr. Non, mais non, excuse-moi, c'est je là. voulais juste. Je cherche pas. Juste, excuse-moi. Euh, euh, je cherche le Foxane, nom de la ville. Propriane, voilà, pardon. Propriano. Oui, c'est d'où le lapsus avec patrimoine. Propriane, bien sûr, qui est au nord de l'appellation Corse-Sartène, à la limite de l'appellation Ajaccio. Et ce vin est issu de la vallée de Barachi, précisément, et qui est un très bel assemblage, je disais, Chacaré de Minostel. Mais vas-y, je te laisse continuer. Non, non, c'est un vigneron emblématique qui est Gilles Serroin, qu'on apprécie beaucoup, qui est un vrai monsieur, beaucoup, qui est très dans le partage, avec qui on passe Très toujours de beaucoup. très jolis moments, très beaucoup, ouais. Avec qui on passe de très jolis moments souvent. Et oui, il y a une refonte un petit peu de toutes ces cuvées avec plein de micro-cuvées. Donc, c'est un domaine que je vous invite à, à- à connaître, à comprendre, parce qu'il y a un vrai travail du vigneron, une vraie profondeur. Il y a une remise en question avec donc justement c'est l'assemblage de vieux cépages et l'entrée des vieux cépages dans ces cuvées. Et là, donc 5% d'élégante, et que on n'en a pas parlé, mais d'élégante qui est le grenache, qui est le grenache corse, on peut dire, hein. Voilà. Complètement. Le grenache qui apporte souvent un petit peu de rondeur aussi, et ce qui vient confirmer l'expression de ce style de vin, de cette bouteille en particulier. Merci Romain encore pour ces précisions. Allez, on passe à la catégorie un petit peu maintenant des vins très structurés. Voilà, parce que la Corse aussi sait en produire des vins avec de la vraie profondeur, mais de la structure, du tanin, de la mâche, des vins construits pour la garde, peut-être, parce que celui-ci c'est peut-être pas le cas pour celui qu'on voit apparaître. On vous dira pourquoi peut-être dans un instant, mais en tout cas, souvent ces vins structurés et puissants se garderont magnifiquement bien. On retrouvera forcément le Nieluccio dans cette catégorie de cépages qui apportent cette structure. Mais voici ici un exemple à l'écran d'un vin très particulier, élevé en amphore, du Clos Cannereccia. On en faisait allusion, je crois, hier en parlant de son rosé, Tout à l'heure aussi. ou d'un de ses blancs, oui. En tout cas, l'amphore du Carcajolineer. Carcajolineer, cépage ancien, là encore, apportant souvent beaucoup de structure, de matière et de tanins, mais en plus vinifié en amphore, avec sans levurage, sans filtration, avec une macération assez longue, vinification entière en amphore, pas de sulfitage non plus. Voilà un vin nature, issu d'un cépage ancien, vinifié de manière antique. C'était quelque chose de très original et de très puissant et profond. Ouais, on est obligé d'en parler parce que c'est vrai que la vinification en amphore, elle commence à arriver dans la région Corse. Elle a été créée, enfin, l'un des premiers, des pionniers de cette vinification-là, c'est quand même, on peut lui faire un clin d'œil, c'est Yves Canaril, le Clos Canaril, qui a commencé à vinifier en amphore. Et aujourd'hui, on a Titi Estève, Christian Estève, qui vinifie donc le Carcajol en amphore. Et là le double intérêt, c'est-à-dire d'avoir un cépage, un vieux cépage en monocépage, vinifié en monocépage, sur une méthode de vinification vraiment à part. Et voilà, on voulait lui faire un clin d'œil parce qu'il ait mis justement ce type de vin-là donc dans le catalogue de vente pour les cavistes. On trouve ça vraiment génial, voilà, parce que c'est bien, c'est un sacré argument de pouvoir promouvoir des vins vinifiés en amphore. Et sur la commune, en plus, et dans la région Corse la plus antique. Donc pour nous, il y a beaucoup de symbolique dans ce vin-là. Bien, merci. On va passer à l'avant-dernier exemple de vin puissant, le rouge Finidor, que tu connais bien et dont tu vas nous parler, qui est un assemblage là aussi des plus traditionnels, on pourrait dire, Chacarel Nieluch, ou plutôt Nieluch ou Chacarel, un très bel assemblage classique, on pourrait dire, mais avec un élevage sur ce vin Oui. et un domaine assez récent, je crois également.
C'est ça, ça fait partie. Ben, on peut aussi on peut peut-être aussi souligner justement comment dire, le rajeunissement enfin le rajeunissement, ça va pas faire plaisir aux anciens vignerons, mais c'est vrai qu'il y a une belle jeunesse qui arrive dans la viticulture corse. Aujourd'hui, patrimoine, bon, même si c'est pas l'appellation patrimoine pour ce vin-là, mais on retrouve l'une des plus jeunes appellations de France, hein, l'appellation patrimoine. Il faut le dire, hein, toutes les passations se font. Et là, on a un jeune vigneron donc, installé depuis à peu près une dizaine d'années, je crois 7 ans, ouais, c'est marqué 7 ans. Oui, 7 ans, donc qui travaille à Nielouch. Alors là, par contre, on trouve vraiment le caractère du Nielouch. On a un vin, donc de par l'élevage et la vinification en barrique pour une partie, on retrouve vraiment la typicité du Nielouch. Même si le Chacarel amène cette finesse, le Nielouch prend le dessus et c'est des vins avec du caractère, c'est des vins qui sont très très agréables à boire et qui, je pense, vieilliront très bien. Merci. Un vin, il faut le souligner, qui est en appellation vin de France. Hein. Alors, on va conclure avec un autre vin qui a une expression, là encore, assez puissante, c'est le domaine Pierretti, Lina Pierretti. On aurait pu parler d'autres cuvées hein, qui sont produites là-bas, hein, avec la cuvée Vieille Vigne, par exemple, en 100% Mielucci, la cuvée le nom m'échappe, Murteta, avec Murteta, c'est ça. Ouais. 100% Grenache qu'on appelle là-bas la Ligante. Tu viens d'en dire un mot, et qui donne aussi une belle complexité. Ici, on est sur la cuvée rouge, traditionnelle, en appellation Corse Coteau du Cap Corse. Le seul vin qui est à la vente donc de cette appellation-là, hein, du côté du Cap Corse, on a le domaine Pirette qui est peut-être, on peut dire, l'un des plus beaux domaines de la région Corse, de par Oui. sa situation dans le Cap, justement, avec ses vignes comme ça, qui est en coteau sur des terroirs, et surtout sur des terroirs schisteux. Donc, on retrouve vraiment, il y a une connotation au terroir dans ce type de rouge-là, c'est-à-dire que vous avez des rouges qui sont très amples, avec beaucoup de matière, toujours ce côté un petit peu fruit mûr, un petit peu légèrement animal, mais on a une fraîcheur en fin de bouche qui est assez exceptionnelle, hein, amenée justement par ces schistes. Et, donc, c'est des rouges avec de la matière, mais en même temps avec beaucoup de fraîcheur. Et ça vaut vraiment le coup de découvrir ce type de rouge-là parce que, encore une fois, donc à travers, donc, d'une part, les cépages emblématiques et endémiques propres à la région, et dont l'Alicante, hein, dans le nord Alicante, dans le sud Élégante, mais qui est le Grenache Corse, je trouve vraiment le rapport. On a un rapport au sol, on a un rapport au schiste hein, dans ces vins-là, et on a cette finale avec des fraîcheurs assez de dingue, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est des rouges avec beaucoup d'amplitude, mais en même temps avec des finales très très agréables, très fines. Voilà. Et merci Romain. Et contrairement à ce qu'on voit s'afficher à l'écran, il n'est pas consommé à température ambiante, mais plutôt aux alentours de 17 degrés. 18 degrés pourrait très bien faire l'affaire. Ambiante sous-entendrait température extérieure et ça peut être parfois bien trop chaud. Et surtout pour ces vins-là, ça pourrait les alourdir un petit peu. Voilà, on en a terminé avec nos exemples de cuvées pouvant répondre à différents styles, et la Corse en est riche. Est-ce qu'il y a des questions peut-être particulières, une intervention avant que nous clôturions cette troisième et dernière intervention, notre rendez-vous? Pas de question pour moi. Non? Merci Non. en tout cas d'être là, François. Merci. Non, Merci à à ma vous. part non plus, pas de questions. Non, pas d'autres questions? Non. Voilà, on a abordé. Je voulais juste dire un mot sur les muscats. On en a parlé hier brièvement sur les muscats pétillants du domaine de Vigue, mais vous avez aussi sur le catalogue des muscats, hein, des muscats du Cap Corse qu'il faut avoir dans une cave à proposer en vin de dessert. Ça vaut le détour. Il y en a 2 ou 3 qui sont mis à votre disposition. Donc voilà, comme on clôture les 3 jours, ben, on va clôturer avec un dessert et on va clôturer avec un muscat, avec des muscats qui sont très mûrs, avec des notes de fruits jaunes qui sont très agréables. Donc voilà, n'oubliez pas aussi les muscats. Les muscats sont aussi présents sur la carte, sur les catalogues que vous avez à disposition. Parfait. Bien. Ben, merci à tous une fois de plus pour votre présence, pour votre écoute, pour avoir visualisé peut-être cette vidéo. Merci à Romain pour tes interventions et tes remarques pertinentes.
Je vous donne rendez-vous à bientôt, à une prochaine occasion, en ligne, ou je l'espère même en présentiel autour d'un échange et d'une belle dégustation. À Mais on vous bientôt. attend, on vous attend, À voilà, j'ai bientôt. envie de dire, on vous attend. Venez en Corse, venez visiter le vignoble Corse avec grand plaisir. Et vous avez maintenant, vous savez, on s'est présenté, donc vous pouvez rentrer en contact avec nous, on vous guidera avec grand plaisir. Merci. Parfait. Merci à tous les deux. Au revoir. Merci à vous. Allez, bonne journée à vous. Merci, Bonne bonne journée, au journée, revoir. au revoir.